أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi une nouvelle fois de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre série concernant la décolonisation intellectuelle et culturelle des musulmans. On va dans cette émission, Inch'Allah, cette nouvelle émission, aborder un autre sujet, un nouveau sujet, toujours dans le même esprit de remise en cause radicale des idées dominantes ou du modèle culturel dominant. Voilà, parce que le musulman, comme j'insiste à chaque fois dessus, n'est pas quelqu'un qui suit bêtement le troupeau. C'est quelqu'un qui doit s'interroger sur sa vie, d'où elle vient, ce qu'elle implique, voilà, qui doit réfléchir. Et on a de nombreux exemples. Par exemple, il y a un hadith de l'imam Ali, alayhi salam, Amir al-Mu'minin, qui me vient en tête, c'est qui dit, je crois, dedans en substance, qu'une heure de réflexion, de méditation, vaut plus que 70 ans d'adoration, par exemple. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il a bien montré l'importance pour le musulman de réfléchir à ce qu'il vit et au monde qui l'entoure. On ne doit pas être des spectateurs passifs et suivre le mouvement. On doit essayer de se déterminer selon nos propres critères, après avoir réfléchi par nous-mêmes aux choses. Alors, cette fois-ci, on va parler d'un phénomène qui se produit, qui se développe depuis déjà, on peut dire, je ne sais pas, 40, 50 ans à peu près, qui a démarré, on va dire, et qui se développe et qui s'accélère toujours pareil, et qui est devenu aujourd'hui massif, et dont malheureusement les musulmans sont aussi victimes. Puisque aujourd'hui, de toute façon, on est victime de tout ce qui se passe, vu qu'on est emporté par le mouvement global, le mouvement général. Alors, ce phénomène, c'est la féminisation. Je voudrais vous parler du phénomène de la féminisation de la société et la féminisation des hommes par la même occasion. Bon, parce qu'il y a une féminisation des hommes et il y a une déféminisation de la femme. C'est ça qui se passe, et c'est malheureusement, mais il y a une sorte de féminisation globale de la société, de l'esprit, qui s'opère, et on va essayer de voir, Inch'Allah, comment ça se déroule, et en quoi ce processus est voulu, et qu'il arrange le système, qu'il est bon pour le système. C'est pour ça qu'il est encouragé. Parce qu'encore une fois, les choses, elles ne se font pas toutes seules comme ça, au hasard. Ça tombe du ciel, il y a un phénomène social qui se produit. Non. Il y a des raisons, et il y a des objectifs, et il y a des choses derrière qui véhiculent, qui sont un vecteur de ce phénomène. Alors, on peut déjà commencer par dénoncer la grande arnaque du féminisme moderne, ces 50 dernières années, qui consiste à faire croire à la femme qu'elle est une femme avant d'être une mère. Alors que c'est exactement l'inverse. Les femmes étudient aujourd'hui, travaillent, ils veulent faire carrière, ils déploient, elles mettent leur énergie dans cela. Au final, de plus en plus, elles se fatiguent, elles s'épuisent, et elles se retrouvent de plus en plus, souvent vieilles, seules, ayant sacrifié leurs plus belles années de jeunesse et de fraîcheur au profit du système, et elles compensent de plus en plus ce vide intérieur qu'elles ressentent par de l'agressivité intellectuelle et même physique, et c'est donc ce désir de s'affirmer, de cette insolence qu'elles ont de plus en plus, et elles compensent évidemment aussi par une frénésie de consommation. Et c'est là où on peut déjà d'emblée voir que c'est bon pour le système, que ça l'arrange, qu'une femme frustrée, ça sera une femme qui consommera encore plus. Et donc, c'est quelque chose à encourager.
Alors on fait croire à la femme que la maternité est une aliénation. C'est tous les Gisèle Halimi, Elisabeth Badinter et toute la clique, les Simone de Beauvoir, etc., qui font croire à la femme, qui ont fait croire à la femme de plus en plus. Alors au départ c'était la femme occidentale, mais aujourd'hui elles sont rejointes par les femmes musulmanes qui elles aussi tombent dans le même moule. On leur fait croire que la maternité est en fin de compte un frein à leur épanouissement, que c'est une contrainte qui leur est infligée et qui les bloque dans une situation d'infériorité. Alors que le travail, le monde extérieur, les études, le travail, etc., c'est au contraire la libération pour elles, par rapport à la femme traditionnelle. Et cet axe a été développé en parallèle de la tertiarisation de la société. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution économique et sociale qui s'est opérée dans les années 50, 60, on va dire surtout 60-70, avec la montée en puissance du secteur tertiaire, ce qu'on appelle le secteur tertiaire en économie, c'est-à-dire les métiers de service, essentiellement, les métiers de la vente, les métiers de bureau, ce genre de choses, d'administration, etc. Alors qu'auparavant, l'économie était reposée en grande partie sur l'agriculture et l'industrie, qui étaient des métiers souvent demandant de la force physique, ou en tout cas exigeant voilà, une intensité d'effort physique qui ne correspondait pas à la capacité de la femme, puisque tout le monde sait très bien que l'homme est doté d'une musculature plus importante que la femme, et donc a des capacités de force physique supérieures à celles de la femme. La femme, sa constitution morphologique comporte moins de muscles et plus de graisse que l'homme. Et c'est normal, parce que sa nature physiologique la prédispose en fait à son futur rôle de mère, qui porte un enfant, qui l'allaite, etc. Donc, voilà. Alors que l'homme, lui, n'a pas cette fonction biologique. Et donc, est doté d'un corps et d'une structure physiologique qui lui permet de faire plus d'efforts physiques. Bien, donc, auparavant, jusqu'à maintenant, jusqu'à depuis la nuit des temps, l'agriculture puis l'industrie a en fait permis à l'homme d'exercer sa supériorité physique. Depuis les années 60-70, il y a eu un phénomène de tertiarisation de la société, c'est-à-dire des métiers plus, entre guillemets, intellectuels, plus abstraits en tout cas, qui nécessitent moins d'efforts physiques. Et ce développement a entraîné donc évidemment le recul de l'industrie et de l'agriculture. Ce développement a fait que, tout d'un coup, dans la société, la femme a pu travailler plus facilement dans tout un tas de métiers qui se sont développés et qui correspondaient à la nature féminine, enfin aux capacités de la femme. Donc, l'évolution économique et l'évolution intellectuelle sur le rôle de la femme se sont faites en même temps. Et donc, étaient en parallèle. Et l'une encourageait l'autre, en fait, en symbiose, en synergie. Alors, la féminisation est devenue petit à petit une exigence, un diktat, une contrainte. C'est-à-dire que dans les médias, dans les cercles dirigeants, dans les programmes scolaires, les programmes culturels qui sont développés, ce qu'on entend à la télévision, à la radio, dans les livres, les magazines, voilà, l'idéologie dominante qui se répand a mis, si vous voulez, tous les caractères traditionnellement rattachés à la femme en valeur. Et tous les caractères traditionnellement rattachés plutôt à l'homme et à la masculinité ont été systématiquement dévalorisés et dénigrés. Ce qui est rattaché à la femme, c'est le refus de la violence,
l'amour du compromis à tout prix, le refus du conflit, de la confrontation, etc., au profit des plutôt diplomatie, négociation, voilà. Et l'homme, depuis cette époque, a subi une mise en demeure, en fin de compte, une mise en demeure de se conformer au modèle féminin. Voilà, c'est-à-dire qu'on somme l'homme masculin d'essayer de plus en plus de vivre, de penser et de ressentir les choses comme une femme et non plus comme un homme. C'est-à-dire qu'on le pousse à se préoccuper, par exemple, de plus en plus, on l'incite à se préoccuper de son apparence physique, on l'incite à se préoccuper de la mode, des futilités quotidiennes, de l'aspect psychologique des choses, etc. Ce qui n'était pas son cas auparavant, traditionnellement. On le pousse également, en fait, on pousse également dans la société à croire que ce qui est positif, c'est ce qui est féminin, et ce qui est négatif, c'est ce qui est masculin. De plus en plus, c'est ce qui est fait. Par exemple, on attribue à la sphère féminine l'exclusivité, par exemple, de l'amour. C'est-à-dire que l'amour et la femme, ça devient de plus en plus la même chose. Et la manière de vivre l'amour et de ressentir l'amour d'une femme devient la norme absolue pour tous, hommes et femmes. C'est le ressenti féminin qui devient la référence et le standard. Et on oublie que, par exemple, je donne un exemple, une mère qui nourrit son enfant parce qu'elle l'aime, on oublie que elle nourrit cet enfant parce qu'elle l'aime, mais elle le fait aussi parce que le père, lui, se fatigue et souffre à l'extérieur pour lui donner les moyens de le faire. On est bien d'accord. Parce que pour qu'elle nourrisse son enfant, il faut qu'elle-même ait de quoi se nourrir et de quoi nourrir l'enfant. Et ça lui vient du père qui lui amène ça. Donc, l'amour qu'elle donne à son enfant par le fait de le nourrir, il incorpore aussi l'amour du père qui a permis que cela se produise, par son travail et par ses efforts. Alors que cette participation de l'homme dans l'amour maternel, cette participation qui le permet, est complètement évacuée, complètement dévalorisée, négligée. Voilà. On restreint tout ce qui est positif uniquement à la dimension féminine, malheureusement. Et donc il y a un énorme déficit de reconnaissance de l'apport masculin aujourd'hui, et depuis déjà pas mal de temps. On exige aussi de l'homme, par la même occasion, d'avoir envers ses enfants, par exemple, une attitude quasiment maternelle. On exige de lui qu'il ait une attitude maternelle, féminine, qu'il ait un lien avec ses enfants qui s'exprime sur ce mode-là. Et donc on le pousse fortement à changer les couches, donner le biberon, pousser la poussette dans le parc, etc. C'est-à-dire, et s'il ne le fait pas, on le fait passer pour un mauvais père. C'est-à-dire qu'un bon père est un père qui reproduit le rôle de la mère. Malheureusement, c'est ça qui est mis en avant. Et les musulmans, de plus en plus, rejoignent ce mouvement et tombent dans, malheureusement, ce piège. On peut aussi voir, c'est intéressant, la féminisation du droit, par exemple. En France, vous savez que jusqu'en 1938, il y avait un principe qui s'appelait la puissance maritale. C'est-à-dire que la femme était sous l'autorité du mari. À partir de 1938, ça a été supprimé. En 1965, on a aboli l'obligation qui existait jusque-là pour la femme d'avoir l'autorisation de son mari avant d'ouvrir un compte en banque et avant de travailler. Je vous parle en France, hein.
C'est pas les talibans ou je sais pas quoi, c'est la France. En France, jusqu'en 1965, une femme qui voulait travailler ou ouvrir un compte en banque devait avoir la permission de son mari. Depuis 1965, ça a été supprimé. Elle a pu le faire librement. En 1970, on rajoute une couche. C'est la suppression de ce qu'on appelait la puissance paternelle. Il y avait la puissance maritale supprimée en 1938, l'autorité du mari sur sa femme. 1970, on supprime la puissance paternelle, c'est-à-dire l'autorité du père sur les enfants, en tant que chef de famille. Il n'y a plus de chef de famille. L'autorité sur les enfants, à partir de 1970 en France, s'exerce à égalité par le père et la mère. Les deux ont le même niveau d'autorité sur les enfants, alors qu'avant, c'était le père qui avait l'autorité suprême. Bien. En 1985, il y a eu une nouvelle réforme des régimes matrimoniaux qui a encore plus enfoncé le clou, etc. Bref, il y a eu une féminisation donc du droit, une féminisation des élites. Par exemple, je donne un petit exemple. En 1968, il y avait 2% des députés à l'Assemblée nationale en France. En 1986, il y avait 6%. En 1997, il y a eu 11%. Et là, en 2012, il y a 27% des députés qui sont femmes. Pareil au Sénat, pareil pour les maires, les préfets, enfin bref. Donc il y a aussi une féminisation massive des élites dirigeantes. On peut trouver ça bien ou pas bien, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des phénomènes nouveaux dont il est important de comprendre l'origine et les conséquences. Alors maintenant, revenons un petit peu à la structuration psychique de l'homme et de la femme. Parce qu'on verra que ces deux structurations psychiques complètement différentes. Et on verra comment elles sont manipulées pour l'intérêt du système. Et donc pourquoi le musulman doit prendre garde à cela. Alors, la femme, on sait que elle a un corps plus faible que l'homme. Son domaine d'action n'a donc jamais été la confrontation physique ou la lutte physique. Parce que elle est beaucoup plus faible à ce niveau-là. Son mode naturel d'action, ce dans quoi elle va exercer ses talents, c'est la séduction, l'affectif, le psychologique. C'est là-dedans que la femme peut exercer une certaine force et compenser sa faiblesse physique. Il y a aussi une conséquence à ça, justement. C'est que, vu que le domaine d'action naturel de la femme, c'est l'affectif, la séduction et le psychologique, eh bien, on assiste aujourd'hui à une féminisation massive de la société dans le règne du psychologisme moderne, de la psychologisation de tout, c'est-à-dire la réduction des rapports humains à leur aspect affectif et psychologique. Par exemple, dans les médias, on insiste énormément sur les choses émotionnelles, psychologiques des situations et des gens, et beaucoup moins sur l'aspect la construction théorique, intellectuelle des choses, objective. En fait, voilà, on rentre beaucoup dans le psychologique, dans l'individuel, l'intime, voilà, dans l'intime. C'est l'intime qui prend le dessus sur la macro-construction. C'est donc aussi pour ça que, en fait, faut comprendre que la femme, en général, elle est plus dans le cas par cas. Elle n'est pas dans la schématisation, dans la globalisation, dans l'intellectualisation des phénomènes. Elle est plus dans le comment plutôt que dans le pourquoi. La femme se pose beaucoup plus les questions du comment, mais pas tellement du pourquoi, du sens qu'il y a derrière. Et donc, comme elle est dans le comment, elle est dans l'immédiat, ce qui est accessible immédiatement à sa compréhension. Donc, ce qui est précis, ce qui est différencié. Et donc, ça explique aussi le règne actuellement dans les médias et même dans la structuration intellectuelle qu'on veut nous imposer, le règne de ne pas généraliser, ne pas schématiser, ne pas généraliser. Non, c'est au cas par cas. Par exemple, on va vous dire oui, mais par exemple, si vous donnez une règle globale, on va vous dire oui, mais non, moi je connais une personne qui n'est pas comme ça, etc. Ça, c'est typiquement une féminisation intellectuelle. C'est-à-dire qu'évidemment, pour appréhender le monde, on est obligé de le schématiser et pour l'analyser de façon globale.
On est obligé de schématiser. Bien évidemment, il y aura toujours des exceptions. Mais le culte de l'exception et du cas par cas et de la différenciation, c'est la féminisation intellectuelle, et c'est bon pour le système parce que ça lui permet d'échapper à, à la prise intellectuelle qui pourrait le dévoiler. Voilà. C'est pour ça, par exemple, on assiste au triomphe, enfin, à la mise en avant systématique, par exemple, du fait divers, du cas très précis. Par exemple, voilà, aujourd'hui, une grand-mère s'est fait tuer dans tel village, dans je sais pas où, et on va vous faire un reportage de 15 minutes sur ça. Comme si c'était super important. Vous voyez, c'est tout cet aspect des choses, l'aspect déthéorisé, entre guillemets, si je peux utiliser ce néologisme. Donc il y a la structuration physique qui explique ce phénomène, la faiblesse physique de la femme compensée par le recours au psychologique, à l'affectif, mais il y a aussi la structuration, ce que je vous avais dit, la structuration psychique entre le garçon et la fille, qui est très différente. Juste pour finir sur l'aspect du triomphe de la psychologie, du tout psychologique, c'est quelque chose qui évidemment fait plaisir au système, et quelque chose dont le système se sert, parce que ça lui permet de mettre en avant une approche qui exclut les rapports de force, qui exclut les conflits, la conceptualisation et donc la politisation. Voilà. La féminisation va de pair avec la dépolitisation des phénomènes. Le système peut ainsi déplacer sur le terrain d'analyse et donc le domaine d'action le plus inoffensif, les forces des gens. C'est-à-dire qu'on dévie sur un terrain psychologique qui n'entraînera aucune conséquence, ou des conséquences qui ne remettent pas en cause le système, éventuellement les désirs ou les frustrations des gens. Alors que précédemment, ces forces de réaction étaient déployées sur le terrain conceptuel, politique, du conflit, de la confrontation virile. Alors, c'est donc le dérapage, le glissement qui s'opère dans le champ des questions sociétales. Voilà, on va vous parler de parité, harcèlement, des questions, par exemple le mariage homosexuel, etc. Ce sont des questions sociétales qui occupent le devant de la scène et qui préoccupent les gens. Et ça, c'est une démarche typiquement féminine, de féminisation en tout cas. Et ça permet au système d'occulter les questions de fond, de rapport de force. Bien. Il faut comprendre que... Pardon. Il faut comprendre que c'est le rapport au père qui va structurer grandement le rapport au monde. Alors, grosso modo, pour aller vite, le garçon vient de la mère. Bon, et la fille aussi, bien. Le garçon va donc, en grandissant, être arraché à la mère par le père. Alors qu'au départ, il est dans une fusion. Le père sera donc, si vous voulez, entre guillemets, une figure à abattre pour le garçon, pour s'affirmer, prendre sa place et le dépasser. Ça va être vécu comme ça. Donc sur un plan moral et pas uniquement affectif. Le père, c'est la loi, c'est l'autorité, et donc le garçon va être naturellement, comme il est pris de la mère par le père, il va être dans une confrontation symbolique en vue de prendre sa place. Alors que la fille, elle ne va pas être dans ce rapport. Elle sera dans un rapport de séduction vis-à-vis du père, symboliquement encore une fois, et donc de rivalité avec sa mère, pour la conquête du cœur du père. Et ça change tout le rapport. Ce qui fait que la femme, elle, la fille qui va grandir et devenir une femme, elle ne cherchera pas à tuer le père, comme le garçon. Elle ne cherchera pas à prendre sa place. Elle cherchera à le séduire, à lui plaire, entre guillemets, symboliquement, encore une fois. Je ne dis pas que c'est... On en s'entend bien, symboliquement, inconsciemment. Et ça, c'est bon pour le système, encore une fois. Parce que développer ce côté-là, féminin des choses, c'est permettre, en fait, à neutraliser le rapport de force. Et au contraire, encourager l'acceptation de l'ordre établi.
la soumission à l'ordre établi qui est beaucoup plus naturelle chez la femme que chez l'homme. La femme, l'homme, il est dans la lutte contre l'ordre établi, contre la loi symbolisée par le père. La femme, elle est dans la séduction de ce père. Donc, elle accepte l'ordre établi du moment qu'il la reconnaît et qui lui apporte la dimension affective qu'elle attend. C'est pas du tout la même chose. Et donc, quel est le système? C'est évidemment de privilégier la démarche, l'approche féminine des choses. Il faut bien comprendre ça. Il faut voir aussi que l'impact économique et social de cette féminisation est important. L'enfant, il reçoit tout de la mère. Et il ne donne rien au départ, le bébé, en échange. Il reçoit tout. C'est un agent receveur. Et puis, il va apprendre, en grandissant, quelque chose qui s'appelle la réciprocité. Par le travail, le mérite, l'effort. Et ça, c'est un apprentissage lié au père. La mère, elle est dans l'amour total. Elle lui donne tout de façon inconditionnelle. Elle aime son enfant, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, voilà. Donc il se sent dans le « j'ai droit ». On me donne ça, c'est un dû, j'ai droit, voilà. Avec le père, ça marche pas comme ça. Il va devoir faire des efforts, il va devoir mériter, il va devoir obéir à des règles. Il va apprendre l'effort, la nécessité de travail. Et donc, la sévérité du père va arracher le garçon à la tentation de rester dans l'immaturité de l'attachement à la mère. Parce que c'est le premier rapport à la mère est un rapport immature, par définition. Et donc il va être amené vers la conscience de la nécessité de participer à l'effort collectif. Une exigence morale d'assumer sa part de travail. Avec la mère, quand il était bébé, c'était j'ouvre la bouche et je reçois tout. Avec le père, en grandissant, ça sera je travaille pour avoir ma place. Rester au sein maternel, c'est refuser sa part de travail, qui amène à vouloir en fait jouir du travail des autres. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que cette démarche d'immaturité, on doit tout me donner, ça conduit dans la société à vouloir profiter des autres. Et ne pas travailler soi-même, ne pas faire l'effort soi-même dans la société. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui par cette féminisation massive. Il faut comprendre aussi que la mère, c'est le monde de l'origine, la nostalgie de l'amour fusionnel où tout est un plaisir dû. Alors que donc le père est le monde de l'avenir, le projet moral où tout est un effort et un mérite. Alors sans le père, c'est-à-dire sans une fonction paternelle importante, parce qu'elle a été détruite par cette féminisation, le garçon, lui, sera affaibli en entrant dans le monde. Et c'est ce qui se passe. Les nouvelles générations, quand elles entrent dans le monde réel, quand elles quittent leurs parents, elles sont extrêmement fragiles et affaiblies, parce qu'elles ont été élevées dans une démarche extrêmement féminisée de rapport au plaisir dû, et pas dans le rapport à l'effort, travail, viril. Et donc le système, lui, il veut ça. Il veut que l'homme reste un adolescent immature, soucieux uniquement de jouir et de s'amuser égoïstement, et que la femme, elle aussi, elle soit bloquée dans une démarche purement immature de séduction permanente et de désir de jouir uniquement. Voilà, la féminisation est un phénomène qui encourage le désir de jouissance et de plaisir immature, et donc de consommation permanente, et pas de dépassement de soi par l'effort. Donc le système, lui, il veut ça. C'est l'idéologie, c'est concomitant à l'idéologie du désir. La féminisation de la société est consubstantielle à l'idéologie du désir qui a été mise en place et qui correspond à l'hédonisme de masse qui a été évoqué par Pasolini, et cette recherche du plaisir permanent, toujours dans l'immaturité. Le problème, c'est que, à la limite, ça pourrait fonctionner. Tant que la société peut offrir des richesses à consommer aux gens. On peut rester dans ce rapport immature. Mais le problème, c'est que comme on vit dans une crise qui s'accentue de plus en plus, on n'a plus, si vous voulez, accès à la réalisation de notre désir. Mais comme on a été élevé dans ce culte du désir immature féminisé, on n'a plus la force morale du père ancestral d'encaisser les coups.
de subir les difficultés de la vie, de subir les contraintes. Et en fait, on est effondré, on est extrêmement fragile et on est affaibli. Alors, ça produit tout un tas de déviances sociales, tout un tas de mal-être, tout un tas de dépression qui se développent, hommes et femmes, tout un tas d'attitudes d'irresponsabilité, de fuite en avant, de violence aussi, qui viennent de là. Malheureusement, de cette destruction de la fonction paternelle et de la féminisation générale des esprits. Alors, le musulman, Inch'Allah, face à cela, il doit prendre conscience de ces phénomènes, il doit essayer de se reviriliser. Nos imams de Ahl al-Bayt alayhim salam nous ont appris à être des hommes virils. Voilà, on doit essayer de retrouver notre virilité, ne pas succomber à la tentation de la féminisation pour notre propre bien et celui de nos enfants et des générations à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.